tout de suite, s'il te plaît, ok? Bon, donc Adolé, c'est bon pour le maquillage? Bon, t'as terminé? Ouais. Ok, parfait. Bon, tiens, prends c'est l'eau. Ouais. Bon, là, t'as tous tes dossiers qui sont déjà prêts. Ouais. Ok, bon, ça tourne, il faut qu'on aille vite, les gars. Allez, 3, 2, 1, silence, s'il vous plaît, ça tourne, action. Gbagbo a fait peur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Très franchement, je me dis, si quelqu'un comme Gbagbo, à cause de ce qu'il a fait, est devant la Cour pénale internationale de La Haye, à mon avis, tous les chefs d'État africains doivent y être. Et beaucoup de chefs européens, chefs d'État européens. Pourquoi pas mettre Sarkozy également, hein, compte tenu de beaucoup de choses qui se sont passées, donc, ou Berlusconi, ou etc. Bon, pourquoi c'est réservé aux Noirs et pas aux Blancs? Bon, il y a un tas de choses qui se posent comme ça. Mais Gbagbo fait peur. Et il n'a pas de raison de faire peur. Il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit à La Haye. Il est socialiste, me dit Chirac. Je dis, mais Monsieur le Président, il est socialiste, comme moi je suis archevêque de Canterbury. Laurent Gbagbo a été marqué par de forts contentieux avec tout d'abord Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy. L'affaire du bombardement de Bouaké tuant 9 militaires français et un civil américain en 2004 n'est qu'un leurre monté par les ennemis de Gbagbo. Selon François Mattei, auteur de Libre pour la vérité et la justice, les ennuis de Laurent Gbagbo commencent lorsque, déjeunant avec Robert Bourguier et Dominique de Villepin, il refusa de financer une partie de la campagne de Jacques Chirac. Bonsoir. Borderland Investigation vous amène en immersion ce soir dans la mafia de la France-Afrique. Nous diffusons une investigation au sujet du complot franco-onusien Compaoré contre Laurent Gbagbo. Les masques de la Cour pénale internationale tombent. Oui, il fallait se débarrasser de Gbagbo parce qu'il est socialiste. Ça peut paraître surréaliste pour ceux qui ne savent pas que la traite négrière n'a jamais été abolie et que la France continue d'assassiner tous les chefs d'État africains qui n'obéissent pas à leurs injonctions. Un chef d'État africain socialiste, quelle audace! La France les préfère dictateurs, criminels et francs-maçons. Lundi le 10 septembre 2018, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, s'est attaqué de front à la Cour pénale internationale qu'il a traitée d'inefficace, d'irresponsable et carrément de dangereuse organisation. On parle là du tribunal universel des Nations Unies. Le tribunal universel des Nations Unies qui peut juger tout le monde sauf les Européens, les Américains. Le tribunal universel des Nations Unies chargé de juger les faits de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre peut juger tout le monde sauf les pires criminels de guerre qui existent sur la Terre depuis des siècles. Vous avez dit bizarre. Les États-Unis soutiennent un processus de paix direct et solide et nous ne permettrons pas à la CPI ou à toute autre organisation de restreindre le droit d'Israël à la légitime défense. Je souhaite transmettre un message clair et sans ambiguïté au nom du président des États-Unis. Les États-Unis utiliseront tous les moyens nécessaires pour protéger nos citoyens et nos alliés contre les poursuites injustes de ce tribunal illégitime. Nous ne coopérerons pas avec la CPI, nous n'apporterons aucune assistance à la CPI et nous ne rejoindrons certainement pas la CPI. Nous laisserons la CPI mourir seule. Après tout, et à toute fin utile, la CPI est déjà morte pour nous. Comment peut-on expliquer à l'opinion internationale que George Bush et son armée de Yankees, qui ont détruit toute une sous-région sur la base d'un mensonge, avec pour leitmotiv de s'accaparer des matières premières de l'Irak, ne soient pas poursuivis par la Cour pénale internationale? D'autre part, comment comprendre que Nicolas Sarkozy et l'OTAN qui ont financé la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi, parce qu'il avait eu l'outrecuidance de créer une monnaie et une banque africaine, ne fassent même pas l'objet d'un semblant d'enquête de ce tribunal corrompu et ségrégationniste? Le 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V créent et autorisent l'esclavage et la traite négrière. Des dizaines de millions d'êtres humains sont vendus comme des marchandises pour aller travailler sur les terres que les Européens ont arrachées aux Amérindiens, préalablement et soigneusement exterminés. L'Église catholique ira jusqu'à exploiter la malédiction de Noé sur la descendance de son fils Cam.
pour permettre aux défenseurs de l'esclavage de justifier l'asservissement du noir, qui est considéré de ce fait comme une race maudite. Après l'esclavage, les Européens vont créer la colonisation, c'est-à-dire l'esclavage sous une forme moderne. La colonisation consistait à faire croire aux Africains que les Occidentaux ont une race et une culture supérieure. Certains poètes des Lumières nous démontreront que la race blanche est la race de Dieu, la race de Jésus-Christ, et que Satan et les démons sont des races noires, comme l'illustre si bien Voltaire dans son traité de métaphysique. Les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Conclusion, la race blanche est la race du bien, la race supérieure. Pendant la colonisation, les Occidentaux ont pillé l'Afrique de ses ressources pour construire et développer le continent européen, qui, je dois le rappeler, est le continent le plus pauvre de la planète, le plus pervers et le plus meurtrier. Ils ont détruit l'Afrique, l'Amérique. Donald Trump se rend ce jeudi au Texas à la frontière mexicaine pour défendre son projet de mur. L'Asie, l'Océanie, etc. Ils se sont installés en prétendant apporter le savoir. Ils se sont accaparés l'Amérique et prétendent interdire l'entrée des États-Unis aux autres races inférieures à la race blanche, si au moins ils étaient blancs. Les bras m'en tombent. Après la colonisation, les Occidentaux ont trouvé un nouveau moyen d'écraser et d'humilier davantage l'Afrique en mettant à la tête de nos États une bande d'homosexuels francs-maçons qui ont pour feuille de route maintenir l'Afrique dans la misère pour permettre aux États européens de continuer à spolier nos matières premières. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenus, assemblés et consacrés, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Lorsque Laurent Gbagbo gagne ses premières élections présidentielles en 2000, ayant refusé d'obéir aux injonctions des maîtres occidentaux, aux injonctions de leur bras séculier Blaise Compaoré, les Occidentaux arment Guillaume Soro et sa bande d'assassins assoiffés de sang pour déstabiliser le pouvoir ivoirien. La bande à Soro et Ouattara va livrer une guerre sans merci à un chef d'État démocratiquement élu, guerre qui va diviser le pays en deux avec à la clé des milliers de morts. Par quelle alchimie la CPI peut-elle nous expliquer que Soro et Ouattara soient libres pendant que Laurent Gbagbo croupissait en prison? Ces images font le tour du monde depuis le 11 avril 2011. Le chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, arrêté dans sa résidence de Cocody tel un vulgaire bandit, après 2 jours d'intenses frappes de missiles orchestrés par les missions de l'ONU, l'ONUCI et la force française Licorne. Bonjour Madame la Présidente. C'est la première comparution de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien président ivoirien, capturé en avril dernier à Abidjan et transféré la semaine dernière aux Pays-Bas, a décliné son identité devant ses juges avant de dénoncer les conditions de son arrestation. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire. Il est détenu à Korogo dans le nord du pays jusqu'au 29 novembre 2011, date à laquelle il est transféré à la Cour pénale internationale à La Haye. Depuis 8 ans, son procès marque le pas, piétine, subissant audition sur audition. Depuis lors, les patriotes ivoiriens parlent d'une justice de vainqueurs et d'une réconciliation factice, scellée sur l'humiliation des perdants, tandis que les vainqueurs, qui n'en ont pas moins les mains sales, continuent de verser impunément du sang, comme ici au Burkina Faso en 2016, lorsque Guillaume Soro a tenté de s'aimer la guerre pour hisser son acolyte Djibril Bassolé au pouvoir. Le 7 octobre 2017, le journal français en ligne Mediapart a publié des documents accablant la CPI, la diplomatie française et le camp Ouattara.
Voici le principal document, un mail expédié le 11 avril 2011 par l'écrivain et journaliste français, aujourd'hui à la retraite, Stéphane Gompers, soit le jour même où le président Gbagbo est arrêté. Stéphane Gompers a été ambassadeur de France en Éthiopie. À l'époque des faits, il était le monsieur Afrique du ministère français des Affaires étrangères. Il y a passé 2 ans, entre 2010 et 2012. Qu'est-ce qui est en cause? Le transfert de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo derrière les barreaux à La Haye n'avait pas de base légale. Ceci d'autant plus qu'au moment de son arrestation le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le statut de Rome. Or, c'est par cette ratification qu'un pays marque son adhésion à la Cour pénale internationale. Donc, ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI n'étaient juridiquement ou légalement possibles. Pour contourner cette difficulté, l'ex-procureur Ocampo intime l'ordre au directeur Afrique du Quai d'Orsay et à Ouattara de maintenir Laurent Gbagbo en détention en attendant qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Alors Fabrice Sarfi, il y a énormément de révélations dans votre enquête. Et ce qu'on leur retient en premier lieu, c'est que l'ONUCI, la force d'interposition de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la France, qui est engagée militairement comme force impartiale, ont pris parti pour Alassane Ouattara. C'est ça que vous affirmez aujourd'hui. Oui, non seulement ils ont pris parti, ce qui a déjà été documenté par de précédentes enquêtes, mais on voit que la Cour pénale internationale, la justice internationale, qui se doit d'être impartiale et indépendante, a été en quelque sorte l'instrument juridique, le bras armé judiciaire consentant d'une opération qui a des airs de France-Afrique, d'éloignement de celui pour lequel, notamment une puissance comme la France, n'avait pas pris parti, quitte à monter hors de toute procédure légale, hors de toute compétence, hors de toute saisine, la désignation d'un homme pour l'envoyer devant la CPI qui juge, je le rappelle, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et pourquoi ce parti pris pour Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo ? Il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français à l'époque, est un intime d'Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy, a, dans un livre qui a été publié par des confrères, qui a été titré « Ça reste entre nous un », chez Flammarion en 2014, a fait un aveu sidérant, sur lequel il y a eu d'ailleurs peu d'écho, je trouve. Il a dit « Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara ». C'est-à-dire que c'est une puissance étrangère, la France, qui, comme au beau vieux temps des réseaux Focard et du général de Gaulle, a fait la partition d'un pays et a décidé de son avenir au mépris de sa souveraineté et de la nation. Et donc dans votre enquête entre en scène la justice internationale. Et là c'est le cœur, la Cour pénale internationale, c'est là le cœur de votre enquête. La CPI et son procureur Luis Moreno Ocampo auraient agi sous influence française contre Gbagbo. Vous employez même le terme manipulé, c'est un mot fort. Vous affirmez tout cela aujourd'hui. Oui, on l'affirme, ça sort pas de notre chapeau. Et nous, il s'agit pas de prendre parti. Moi, je ne suis pas juge. Il y a peut-être des choses à reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ce que nous voyons, c'est que le premier procureur de la Cour pénale internationale, monsieur Ocampo, a été en contact, y compris direct, avec Alassane Ouattara au moins dès le mois de décembre 2010, alors qu'il n'y avait pas de troubles manifestes en Côte d'Ivoire, et qu'en avril 2011, alors qu'il n'est pas saisi, que la Cour pénale internationale n'a pas de compétences et qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il prend contact avec le camp Ouattara par l'intermédiaire de la diplomatie française pour demander de surtout garder sous les verrous et emprisonner Laurent Gbagbo, et qu'il faut très vite se débrouiller pour saisir la CPI pour monter un dossier contre lui. Et justement, 7 mois après, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale alors que son dossier est vide d'après vos révélations. Quels sont les éléments qui vous permettent d'aboutir à cette conclusion ? Nous ne disons pas que le dossier est vide. Il y a un procès, nous ne sommes pas juges, c'est pas à nous de qualifier ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre des suspicions de crimes de guerre qui ont été commis. La Croix-Rouge internationale a notamment révélé que du côté du camp d'Alassane Ouattara, il y avait eu des massacres de populations civiles qui méritaient des enquêtes. La CPI n'a même pas émis de mandat d'arrêt dans ce dossier. Et il y a le dossier Gbagbo, à l'aune duquel on découvre que la CPI et la justice internationale, qui est une idée magnifique, mais qui est une idée nécrosée, comme nous le documentons avec notre série d'enquêtes, c'est pas le seul article, nous avons une série d'enquêtes qui s'appelle Les secrets de la Cour, en fait, n'est pas une institution où trop peu
impartiale et indépendante, mais est utilisée par certaines puissances dominantes comme un outil de régulation géopolitique, ainsi qu'une journaliste de Mediapart l'a écrit dans un livre, le joker des puissants. C'est la carte qu'on abat pour pouvoir réguler géopolitiquement certaines parties du monde. Et ça, pour qui a à cœur des idées de démocratie et de justice internationale, d'impartialité, il ne s'agit pas de choisir son camp, c'est proprement insupportable. Et en parallèle, vous mettez en avant, en lumière, les machinations un peu douteuses de Luis Moreno Ocampo. Oui, depuis vendredi dernier, donc c'est Mediapart qui a obtenu 40 000 documents sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale que nous avons partagé avec une douzaine de médias européens, parmi lesquels le Spiegel en Allemagne, El Mundo en Espagne, le Sunday Times en Angleterre, le Soir de Bruxelles et bien d'autres. C'était le consortium avec qui nous avions fait les Football Leaks, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Nous montrons les dysfonctionnements majeurs de la Cour pénale internationale sur un certain nombre de dossiers et de son premier procureur, son procureur fondateur en quelque sorte, Monsieur Ocampo, qui a été à la tête du parquet de la Cour pénale internationale de 2003 à 2012, et nous avons notamment révélé que Monsieur Ocampo, pendant qu'il était procureur, avait des sociétés offshore dans les pires paradis fiscaux du monde, que ce soit au Panama ou dans les îles Vierges britanniques, ce qui là entre aussi en contradiction avec les statuts du procureur. Ou comment, dès qu'il a quitté la CPI, lui qui était censé défendre l'honneur de la justice internationale sur des génocides et des crimes contre l'humanité, s'est mis à conseiller de potentiels criminels de guerre pour empêcher qu'ils se retrouvent devant la CPI. C'est notamment ce qu'il s'est passé pour le Kenya avec M. Kenyatta ou avec la Libye et le maréchal Haftar. Et il y a une question sur les partisans de Guillaume Soro et les rebelles pro-Ouattara. Ils ont été épinglés plusieurs fois par des organisations de défense des droits de l'homme et aujourd'hui ils ne sont toujours pas inquiétés, voire même dans votre cas vous parlez du fait qu'ils sont protégés. Alors, en tout cas, on n'a pas utilisé le mot protégé, on a utilisé le mot épargné. De fait, les mots ont un sens, ils sont judiciairement épargnés. Et on voit bien qu'il y a eu une intrication, une complicité entre la CPI et Alassane Ouattara, quand même, ce procureur Ocampo qui discute avec l'une des deux parties prenantes, qui demande à ce que l'une des deux parties prenantes d'un conflit, d'une guerre qui est née d'un conflit électoral, maintienne en détention le chef de l'État, qui est quand même le chef d'un État souverain, alors qu'il n'est pas saisi. Ça pose de très lourdes questions. Et dans le même temps, le camp Ouattara, qui est, d'après, je redis, la Croix-Rouge internationale, qui serait susceptible d'avoir commis des crimes de guerre, lui, n'est pas poursuivi. Donc, vu objectivement, factuellement, la situation paraît être totalement déséquilibrée, avec encore une fois une CPI qui est utilisée comme un outil de régulation géopolitique. Et une dernière question rapidement, en plein procès de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'actuel procureur Fatou Bensouda aura plus d'éléments contre Gbagbo que son prédécesseur ? Ah ça je sais pas, mais le dossier est déjà fait. Donc alors il y a des auditions à huis clos, on ne sait pas tout ce qui se passe. Manifestement le procès a du mal à documenter ce qui est reproché à Laurent Gbagbo, mais encore une fois, moi je suis pas là pour innocenter Laurent Gbagbo. En revanche, je peux dire de manière documentée que la CPI a montré contre lui un dossier alors qu'elle n'était même pas saisie et qu'elle était dans la main de la France et du camp adverse, ce qui pose de grands problèmes. Channel Group International est une agence de communication digitale à capteur français qui recherche des investisseurs et des producteurs pour la construction d'une usine de bâtons de manioc dénommée Benyodine Deng au Cameroun. Vous êtes une banque, une société publique ou privée, un homme ou une femme d'affaires. Vous êtes un GIC ou une association. Vous désirez investir dans la production, l'exportation et la distribution du bâton de manioc qui sera vendu dans les milliers de restaurants africains, de magasins, de petites boutiques en Europe, y compris en Grande-Bretagne et en Russie. Benyodine Deng, c'est un cybermarché français basé à Paris avec des succursales dans toutes les grandes capitales européennes. Il s'agit de la distribution spécialisée des produits agroalimentaires en général et des bâtons de manioc en particulier élaborés auprès de ressortissants de l'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique. Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. Benyodine Deng est un cybermarché français basé à Paris avec des succursales dans toutes les grandes capitales européennes. Il s'agit de la distribution spécialisée de produits agroalimentaires en général et du bâton de manioc en particulier élaboré auprès des ressortissants de l'Afrique centrale. Nous livrons en gros et en détail dans toutes les villes en Europe, y compris la Russie et la Grande-Bretagne.
du bâton de manioc sous ses 3 formes, Ndeng, Ubogolo, Miondo et Chikwang. Channel Group International. Channel Group International est une agence de communication digitale à capteur français spécialisée dans le transport et le tourisme à travers sa filiale Channel Travel Company. Channel Travel Company vous propose Channel Tourisme pour des voyages sur mesure en Europe, aux Antilles, en Asie, en Amérique et en Afrique. Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. Vous êtes l'auteur très récent de l'ouvrage Libre pour la vérité et la justice aux éditions Max Milo, un livre coécrit avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. De quoi est-il accusé ? Il est accusé de crimes contre l'humanité, ce qui n'est pas rien. Et alors il y a 4 épisodes de la crise post-électorale qui sont relevés. Il y a la marche des partisans de Ouattara vers la radio-télévision ivoirienne, où il y aurait eu des morts à cause des services de sécurité. Il y a le bombardement d'une colonne de femmes qui manifestaient pour Ouattara. Ce sont des faits comme ça isolés, mais où il y aurait eu des morts causés par l'acharnement de Gbagbo à se maintenir au pouvoir, bien qu'il ait perdu l'élection. Et en vérité, la seule question qui se pose, encore une fois, c'est a-t-il perdu l'élection ? Moi, je prétends, parce que j'ai étudié la question, que d'autres l'ont fait. En France, très peu. La presse française ne l'a pas fait. Gbagbo a gagné l'élection, au point que l'ONU, c'est-à-dire l'ONUCI, l'ONU en Côte d'Ivoire, a fait détruire tout le matériel électoral, les bulletins de vote, les urnes, enfin tout ce qui s'ensuit, tous les bordereaux, au moment où Gbagbo réclamait le recomptage des voix. Ce que je vous dis est contrôlable. L'ONU a fait détruire tout le matériel électoral. Ça ressemble à la volonté d'effacer les traces d'une faute ou d'un crime. Donc on revient sur les faits. En novembre 2010 a lieu l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est président depuis une dizaine d'années. Ce scrutin donc n'est pas accepté par tous. Alassane Ouattara revendique avoir gagné avec 54,10% des voix, alors que Gbagbo aurait gagné avec 51,45%. Une victoire pourtant reconnue, je crois, selon donc le livre, par le Conseil constitutionnel. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment précis ? Alors normalement, c'est la même chose. Dès qu'on aborde l'histoire ou le dossier, j'aime pas le mot parce que derrière il y a des vies, il y a des morts ivoiriens, on est dans l'exception. Combien de morts en réalité ? C'est probablement plus de 16 000. Officiellement, on va vous parler de 3 000. Et dans le dossier de la CPI, je rappelle quand même au passage qu'il est retenu à peu près 168 morts à la charge des forces de sécurité de Gbagbo, mais qui faisait si on l'écoute, du maintien de l'ordre. Il était président de la République. Et il y avait des troubles. Il y avait une guerre civile. Bon. Donc c'est très difficile à compter. Et puis vous savez, quand il s'agit de l'Afrique, ici en Occident, on compte pas trop les morts. On s'en fiche un peu. La vérité, c'est ça. Je parle pas pour moi, je parle pour l'ensemble de l'opinion. Simplement, donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu de multiples fraudes, on le sait, dans le Nord. Le Nord était contrôlé par les rebelles qui étaient à la solde de Ouattara. Je dis à la solde parce que Ouattara a financé la rébellion, de l'aveu même des rebelles. Il y a des preuves de cela. La France a aidé les rebelles à entrer en Côte d'Ivoire et le pays était occupé à 60%. Donc les élections se sont passées dans ce contexte-là, ce qui est très compliqué. Il y a eu donc des bureaux de vote où la totalité du scrutin allait à 100% à M. Ouattara, ce qui veut dire que même l'assesseur de Gbagbo qui était sur place, celui qui était chargé de contrôler la validité des votes, aurait voté Ouattara. Enfin bon, il y a eu de multiples fraudes. À l'arrivée, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que au second tour, donc quand M. Ouattara et M. Gbagbo restent face à face pour gagner l'élection, au second tour... Selon Laurent Gbagbo, Ouattara serait 3e d'ailleurs. Oui. Après le premier tour, il est 3e. Mais c'est pas selon Gbagbo, selon M. Bédier, qui était l'allié de Ouattara.
Bon, c'est M. Bédier, allié de Ouattara. M. Ouattara était 3e. M. Bédier, c'est le patron du plus grand parti, du plus vieux parti en Côte d'Ivoire, le PDCI, créé par Houphouët-Boigny. C'est le parti le plus ancien en Côte d'Ivoire. Il représente beaucoup de voix. Et lui-même a dit publiquement que Ouattara était 3e. Bon, donc surtout ce qui s'est passé, bon, c'est que il y a eu des pressions de la France, notamment pour que M. Bédier se désiste en faveur d'Ouattara, ce qui s'est fait. Et au second tour, quand le scrutin était terminé, tout le monde était d'accord, y compris les partisans d'Ouattara, y compris l'ONU. Il y a des déclarations claires pour dire qu'il y avait eu moins de participants qu'au premier tour. Et on calculait qu'il y avait environ 70-71% de participants, de votants. Et il s'avère que quelques heures après, quand les résultats ont été proclamés d'une façon assez extraordinaire, au siège du parti de M. Ouattara, du candidat, bon, par un monsieur qui s'appelait M. Bakayoko, qui était patron de la commission électorale, encadré par l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France, c'est particulier, avec une seule chaîne de télévision pour retransmettre l'événement, c'était France 24, qui est une chaîne d'État française. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 83% de participants. Donc il y a environ 12% qui se sont ajoutés à un moment donné. Et disons que, pour parler clair et cru, la magouille est là. C'est-à-dire qu'on a bricolé le scrutin. Et je vous dis, peu de gens vous en parleront, parce que le matériel électoral a été détruit. Donc on n'a pas pu faire de recomptage. Ce qui s'est fait, par exemple, en Haïti, à la même période, sous l'égide de la Fédération des États américains, il y a eu un litige électoral, et celui qui était arrivé numéro 3, après recomptage, est devenu président d'Haïti. Donc ce qui prouve qu'un recomptage vaut mieux qu'une guerre. Nous, on a préféré envoyer l'armée française pour régler le problème. Donc il est clair que c'est un coup monté pour se débarrasser de lui, et c'est tout. Donc la Cour pénale internationale est une justice uniquement pour les vainqueurs en Afrique ou dans les Balkans? Bah, surtout en Afrique. Non, les Balkans non, puisque la CPI n'existait pas au moment des affaires de la Yougoslavie, si vous faites allusion à cela. Ils ont dépendu du TPI. Bon. Mais la CPI, quand j'ai rencontré les Serbes, moi, quand j'allais en prison, c'était les seuls blancs d'ailleurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des Noirs qui commettent des crimes contre l'humanité, il n'y a que des Noirs, c'est connu. C'est une douche froide, la preuve irréfutable d'une collusion entre le procureur et la Cour pénale internationale, Luis Mourinho Ocampo. La diplomatie française et Alassane Ouattara au lendemain de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Elle relève que Laurent Gbagbo est la victime d'un montage politico-judiciaire ourdi par cette triade aux airs de justice des vainqueurs et une France-Afrique triomphante. Si elle n'est pas la première révélation, elle pèse d'un poids considérable comparée à la sortie de Nicolas Sarkozy dans son livre « Ça reste entre nous » paru en 2014. Nous avons délogé Laurent Gbagbo et nous avons installé Alassane Ouattara. Il faut préciser que c'est Nicolas Sarkozy qui a célébré le mariage entre Ouattara et Dominique Nouvian en octobre 1990 alors qu'il était maire de Neuilly. Depuis les révélations de Mediapart, des articles parus dans certains médias visent l'ancien procureur de la CPI en se fondant sur les 40 000 documents y compris les courriels privés et s'intéressent à des transactions financières privées de M. Ocampo. La Cour dit ne pas être au fait de cela. Officiellement, Luis Moreno Ocampo a toujours défendu l'impartialité de la CPI, comme dans cette interview sur la chaîne Al Jazeera. But SEC is impartial. We have no affiliation, so we are not involved in any national competition for power. This is not our business. Our business is to define a clear limit. Mais ces documents confidentiels disent le contraire. Le 1er décembre 2011, quelques jours après avoir accompli sa manœuvre de connivence avec la France et le camp Ouattara, il est remplacé par Fatou Bensouda, l'ancienne ministre de la Justice de Gambie. Une négresse de service qui démontre parfaitement depuis 8 ans sa capacité à faire allégeance à ses maîtres. Elle n'a pas dénoncé le montage et s'y investit comme son prédécesseur non africain à maintenir Laurent Gbagbo en prison, pourtant atteint, semble-t-il, d'arthrose, de tension artérielle et de rhumatisme.
Pour son acharnement à fabriquer des bases pseudo-légales pour juger le président Laurent Gbagbo, la CPI a confirmé ce qu'on pense d'elle, un instrument politique et raciste au service des puissances occidentales qui s'en servent pour dominer le continent africain et s'y abreuver abusivement en toute liberté, en toute impunité. Channel Group International est une agence de communication digitale à capteur français spécialisée dans la création des sociétés, ONG et associations en France et à l'étranger à travers Channel Service. Vous souhaitez créer une société, une association ou une ONG en France ou à l'étranger? Vous souhaitez qu'un expert comptable réalise votre business plan en 24 heures et qu'il vous accompagne dans la comptabilité, dans la gestion et dans le juridique? Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. Channel Group International est une agence de communication digitale à capteur français spécialisée dans les services de marketing web à travers sa filiale Channel Media and Digital Advertising. Vous avez un projet à la création des sites, d'applications web et mobiles. Vous êtes à la recherche de professionnels pour l'organisation de vos campagnes publicitaires. Vous êtes à la recherche d'un monteur vidéo, d'un caméraman et autres professionnels dans la réalisation des films divers. Vous êtes à la recherche d'une agence de production d'œuvres et d'événements culturels. Contactez nos équipes au 33 1 70 15 90 91 ou alors au 33 6 52 81 19 60 ou encore sur notre page Facebook. Mais le problème, c'est que la CPI n'a pas su faire son travail. Les zélateurs de la CPI ont toujours dit la CPI créera un monde meilleur. On voit bien que la CPI ne crée pas un monde meilleur, elle n'a jamais arrêté un conflit, elle aurait pu se légitimer en faisant un vrai travail, et un vrai travail d'investigation, et un vrai travail de vérité des faits, et là, si elle avait fait vraiment ce travail-là, elle aurait pu jouer un rôle dans la réconciliation post-conflit. Mais comme elle ne fait pas son travail, et qu'elle ne fait pas son travail judiciaire, tout simplement, elle ne cherche pas la vérité, elle prend juste des documents, des ONG, parfois même des médias, parfois même des partis en conflit. Donc ça ne peut pas aller. Elle ne fait aucune... vous avez aucun expert sérieux qui travaille pour la CPI. Donc vous ne pouvez pas avoir de vérité. Si vous n'avez pas de vérité, vous n'avez pas de justice. On le sait, l'institution judiciaire n'est ni indépendante ni neutre concernant les affaires relatives au continent. Elle a joué le dangereux jeu de déclencher un incendie et de venir l'éteindre avec des litres d'essence. La révélation de Mediapart prouverait, si besoin est encore, des pratiques extrajudiciaires d'une cour susceptible de répondre aux ordres et à être perméable aux influences et capable d'instrumentaliser son pouvoir extraterritorial pour servir non pas la justice mais des intérêts. Décoloniser. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. En 2002, alors que le vieil opposant socialiste Laurent Gbagbo est au pouvoir depuis moins de 2 ans, une rébellion armée éclate en partant du Burkina Faso voisin. La France coupe le pays en deux, parraine des négociations difficiles, en penchant toujours du côté de leur allié et inspirateur Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI. En novembre 2004, Laurent Gbagbo, l'image est mauvaise, en fait, on voit Guillaume Soro, mais Laurent Gbagbo, c'est pas lui. Laurent Gbagbo lance une opération aérienne pour conquérir le nord de son pays. Les rebelles sont en déroute. Et puis, paf, après 2 jours de frappe, un avion de guerre ivoirien frappe une base de l'armée française, pourtant signalée comme telle. Bilan, 9 soldats français et un civil américain sont tués. Le président d'époque, Jacques Chirac, tient Gbagbo pour responsable de cette tuerie. En représailles, l'armée française détruit l'ensemble de la petite flotte aérienne de l'armée ivoirienne. On est à 2 doigts de la guerre entre les 2 pays. Mais dans l'ombre, dans un cynisme absolu, les plus hautes autorités de l'État français sabotent l'enquête qui doit mener jusqu'aux assassins de leurs soldats.
Les accusations sont très très lourdes dans ce que tu nous dis, Théo. Oui, tout à fait, mais j'ai pu consulter de larges extraits du dossier d'instruction et quand on met bout à bout, certains faits, ils sont tout simplement incroyables. Dès le 6 novembre, jour du bombardement, les gendarmes français à Bouaké, ils sont présents, ils veulent lancer l'enquête de crimes flagrants, mais ils ont besoin du téléphone satellitaire des militaires pour avoir l'autorisation de Paris et lancer leur enquête. Les militaires refusent, catégoriquement. Les militaires interdisent également aux gendarmes de recueillir les éléments de preuve sur place. Les corps des victimes ne sont pas autopsiés, en violation parfaite de la loi, ça tombe bien, l'enquête n'est pas encore ouverte. Plus grave, au plus haut niveau de l'État français, on s'arrange pour sauver la mise à ceux qui sont manifestement les auteurs du bombardement. Il s'agit des pilotes qui ont lâché des bombes sur des soldats français. Ce sont des mercenaires biélorusses, recrutés par le pouvoir ivoirien de l'époque, par l'intermédiaire de Robert Montoya, un ancien gendarme français qui a travaillé avec François Mitterrand. Ce qui est bizarre, et qu'à plusieurs reprises, les autorités françaises se gardent d'arrêter ces pilotes biélorusses. Après le bombardement de Bouaké, ils atterrissent à Yamoussoukro, tranquillement, à l'aéroport de Yamoussoukro, tenu par des militaires français qui les laissent filer. Alors, les Biélorusses prennent la route, ils traversent le Ghana, ils arrivent à la frontière avec le Togo, ils sont arrêtés par les autorités togolaises, qui propose aux Français de les leur remettre. Les représentants de la France au Togo reçoivent des instructions claires, ne pas s'occuper de cette affaire, ne pas s'en mêler. Du coup, les Togolais, ils savent pas quoi faire, ils comprennent pas trop bien. Ils libèrent les mercenaires biélorusses qui s'en vont vers le sud, au Bénin. Ils s'y font refouler et à un moment donné, ils repartent finalement en Russie en passant par le Ghana. Si on en croit en tout cas une note de la DGSE, c'est cet épisode togolais qui motive principalement l'initiative de la juge Kéris qui veut, je le rappelle, conduire 3 anciens ministres devant la Cour de justice de la République. Ces ministres, en tout cas les administrations qu'ils dirigeaient, ont permis aux Biélorusses de se soustraire à une arrestation, ce qui est a priori puni par le code pénal d'emprisonnement ferme d'ailleurs. Les chars français autour de l'Île d'Ivoire, ça a été une crise dans la crise. Et je vais vous donner ma version des faits. Après donc Bouaké, où il y a eu des morts français, et donc la destruction de nos aéronefs militaires, beaucoup d'Ivoiriens sont descendus dans la rue pour protester contre la France. C'était samedi. Nous avons géré ça jusqu'à dimanche. Et dimanche, quand j'ai vu que on pouvait y aller, et le ministre Barnier là a montré de bons signes d'encouragement du côté français, quand j'ai vu le texte qu'il avait produit, nous avons produit un autre texte pour lui répondre, texte que j'ai repris en grande partie dans le discours d'apaisement que j'ai fait dimanche soir. Donc je suis donc passé à la télévision où j'ai fait un discours d'apaisement. Ce discours de dimanche marquait la fin de la première phase de la crise, ce qu'on peut appeler la crise des Sukhoi. Ce discours-là marquait la fin de la crise des Sukhoi. Ce même dimanche, au moment où les gens quittaient donc la rue parce que le calme était revenu, aux environs d'1h du matin, les amis qui étaient venus me voir et avec qui j'avais dîné ce jour-là, ils n'ont pas pu sortir de chez moi. J'étais en train de sortir, ils ont trouvé 35 chars de combat devant ma porte. 35 chars français. 35. C'est là le début de la deuxième crise qui va culminer le lendemain à l'Hôtel Ivoire. Alors évidemment, les Ivoiriens se sont appelés au téléphone partout. On dit que les soldats français sont venus enlever Gbagbo, tirer sur Gbagbo. Et la rue s'est remplie de nouveau. C'était la crise des chars. Avons-nous dormi ce jour-là? Je ne sais pas. Mais le lendemain, il y avait 120 chars. Ils sont partis d'ici. Mais le lendemain, il y avait 120 chars autour de l'Hôtel Ivoire. Je vous signale que l'Hôtel Ivoire est à peu près 500 mètres ou 400 mètres de mon domicile. Donc pour les Ivoiriens, ces chars ont tenté de m'enlever dimanche nuit et n'ayant pas pu, à cause de l'afflux des manifestants,
ces chars se sont retrouvés autour de l'hôtel Ivoire. Donc les Ivoiriens sont descendus de nouveau dans la rue. À travers l'outil juridique de la CPI, les puissances occidentales, au premier rang desquelles la France, continuent d'éliminer ce qui dérange parce qu'ils aspirent à une authentique libération de l'Afrique plus de 50 ans après les indépendances. Opposant historique, Laurent Gbagbo a promis le multipartisme face au parti unique. Président, il a pris une direction compromettant les affaires et intérêts du clan de la France-Afrique, allant jusqu'à programmer de battre monnaie. Donc Laurent Gbagbo voulait remettre en cause le franc CFA. Bien entendu. Et donc il n'y est pas arrivé, pourquoi en fait? Il n'y est pas arrivé parce qu'on en a empêché. Comment comprendre qu'un litige électoral national, comme on en enregistre partout, qui plus est à la suite d'une campagne que tous avaient jugée exemplaire, ait pu conduire sans que ne soient recomptés les bulletins de vote à une intervention armée sans précédent de la France, ordonnée par le président Sarkozy, qui a outrepassé les résolutions de l'ONU, allant jusqu'à bombarder la résidence présidentielle. C'est par la force de l'armée française appuyée par l'ONUCI, parfois mise devant le fait accompli qu'un président, Alassane Ouattara, a été imposé en Côte d'Ivoire, au mépris de la souveraineté des institutions ivoiriennes. En 2015, l'Afrique du Sud a créé la polémique en refusant d'exécuter le mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar el-Béchir, qui séjournait dans le pays à l'occasion d'un sommet de l'Union africaine. Au sommet de l'UE en 2017 à Addis Abeba, la nation arc-en-ciel a annoncé sa sortie de la CPI sur les traces du Burundi. Vivement que ces deux initiatives fassent tache d'huile sur le continent, que l'on se libère et dédramatise la sortie de la CPI. Martin Olo, avocat kényan, militant des droits de l'homme, estime pour sa part que le retrait d'un pays de la CPI n'octroie pas un permis de tuer. Nous prenons acte de la décision de la Chambre d'appel. L'accusation était disposée à accepter la mise en liberté sur certaines conditions. Il s'agit de veiller à ce que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se représentent devant la Cour si leur procès devait se poursuivre. L'accusation peut toujours faire appel de la décision du 15 janvier d'acquitter M. Gbagbo et Blé Goudé de graves accusations portées contre eux. À ce stade, l'équipe de l'accusation attend toujours que les juges de la Chambre de première instance communiquent leur décision écrite, accompagnée des motifs juridiques justifiant leur décision d'acquittement. Ce n'est qu'après un examen et une analyse approfondie de ces motifs que mon bureau va décider ou non d'interjeter appel. L'Afrique est-elle vraiment gouvernée par des chefs d'État ou des sous-préfets qui obéissent au doigt à l'œil aux injonctions de leurs maîtres francs-maçons de l'Occident? Il n'est pas inutile de rappeler que depuis son entrée en fonction en 2003, la Cour pénale internationale a enquêté dans 10 pays dont 9 en Afrique. Une situation qualifiée de chasse raciale par l'Union africaine. Il faut préciser que lors de l'affrontement entre l'armée ivoirienne et les rebelles financés et soutenus par le Burkina Faso et la France, l'armée régulière ivoirienne les a battus à plate couture à Abidjan. L'armée française et les troupes de l'ONUCI étaient obligés d'intervenir en transportant les rebelles et en les protégeant. Les blindés français iront jusqu'à la résidence de Gbagbo. C'est eux qui ont enfoncé à coups de canon le portail d'Ancré, qui sont entrés et ont ouvert la porte aux rebelles pour qu'ils puissent l'arrêter. Sans l'armée française, il est évident que les rebelles n'auraient pas pu renverser Gbagbo. C'est la fin de ce numéro de Borderland Investigation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne soirée et à la prochaine.